Madame, monsieur, bonjour. Trois Mapipi. Monsieur Gallion, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mapipi. Monsieur, oui, chef Mapipi, c'est moi. Oui. En fait, c'est Daniel, 4 ça va bien. alors. Ça va, ça va. Progressiste, foi senti, il faut le dire. Tout honneur, tout seigneur, tout honneur. Le progressiste. Open Soft System, monsieur Eddy Marajo. Bonsoir. Bon, une petite chose rapidement pour évacuer. 5 croix gammées taguées sur des monuments de Fort-de-France. Des lambucs, Joséphine, monument mort. Alors, en question, gag ou chose sérieuse. Est-ce que c'est vraiment des Kouagamé? Parce que le mec qui a fait ça, il s'est loupé. Hein. Il y a un monde qui dit, mais c'est Kouagamé, ça à l'envers, à tomber. Il fait à l'envers. Oui, alors c'est pour ça. Il faut lui dire qu'on C'est pour ça que je vous demande. demande, gag ou bon, il faut qu'on en parle parce que si c'est sérieux, si c'est un commando. Moi, j'ai mis quelques hypothèses, mais je crois que je conclus à un gag. Il est continué son gag, il est monté au Lamentin, place Berla, ce monument. C'est ça, aussi. c'est ça. Ça fait beaucoup quand même. Ça C'est fait un gros gag, beaucoup. un gag avec. Non, mais quand on fait des choses, on fait des choses sérieusement. choses Quoi. bien. Une vraie Kouagamé. Il est où ils sont. Il se peut que ce soit plusieurs personnes, 2 personnes, ou une personne, ou 3 Il n'y personnes. a rien pour le faire. C'est ça. C'est pourquoi je parle de gag. Bon, on continue pas plus là-dessus. Explosion d'un local EDF. Et puis la Martinique est dans un blackout total. Une petite pièce grande comme le studio qui brûle, un peu plus grand quand même. Et puis la Martinique entière, n'a pas de courant. Comme dirait ma grand-mère, nous sommes rien sur cette terre. Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose sur cette terre. Hein. Commentaire? On n'est pas grand-chose. Oui, on n'est Non, pas ça, on l'a déjà dit. oui, c'est ça l'essentiel. Vraiment pas. Non, ce qui est encore plus. Vous avez parlé de gag à propos de ces espèces de limitation de Kouagamé. Pour moi, c'est pas un gag, c'est quelque chose de. Il y a quelque mental qui ne fonctionne plus dans ce pays. À propos d'EDF, on vient d'ouvrir, on vient de mettre en route une super centrale. Tout à fait. C'est ça. Super Et sophistiqué. un local qui redistribue toute l'énergie électrique fournie par ce centrale a un problème de surtension, explose, et ça crée une surtension partout. Parce qu'en réalité, dans le circuit, c'est ce local en surtension, provoque une surtension sur Pointe des Carrières. Pointe des Carrières est en surtension, provoque Bellefontaine. Bellefontaine se met en sécurité, boum, plus rien. Al-Qaïda. Ça veut dire au clair, je pense que c'est un élément important, puisque ça a remis en cause l'essentiel de la vie économique, mais pas seulement. Pendant longtemps. Et il semblerait qu'il y a encore des gens qui... Oui, Absolument. théoriquement, si ça s'est arrêté, ça fait 4 ou 5 jours. Et les 10 derniers 1000 voilà. usagers. Mais ça remet en cause la stratégie de la sécurité globale de l'île, en fait. On en parle souvent. Alors, autant on est dépendant de l'extérieur pour l'approvisionnement, il semblerait qu'on soit même dépendant de notre propre capacité à nous protéger contre ce genre de choses. Je pense que les mecs d'EDF, ils ont du boulot, là. Ils ont vraiment du boulot. C'est beaucoup de boulot. D'autant que, bon, si on regarde un petit peu les conséquences des ascenseurs bloqués, des gens dedans, donc les pompiers appelés, On ne sait pas combien ceux- de parties au grand habitué, surtension chez les gens eux-mêmes. les gens qui ont des appareils branchés sur le réseau pour leurs problèmes de santé, Assistance respiratoire. par exemple, alors évidemment, ceux qui ont des groupes, Voilà. ça fonctionnait, mais il y en a qui n'ont pas de groupe. La plupart des gens qui ont des problèmes de Non, mais il y en a qui ont des groupes et les groupes n'ont pas fonctionné. pas fonctionner même, oui. Cela a provoqué de recommencer une séance plénière au Conseil régional, parce que le Conseil régional qui a un groupe, mais son groupe n'a pas fonctionné. Ouais. Il avait été révisé 15 jours auparavant. Bon, ça c'est les gags, pas fonctionné, mais ça implique que le bâtiment administratif n'était pas fonctionnel. Pas d'électricité, pas de climatisation. Donc ça veut dire un bâtiment qui est fermé, eh ben, il fallait arrêter. C'était plus Il fallait possible. évacuer. Voilà. Et continuer les débats d'ailleurs sur l'université le lendemain. Non, c'était pas le débat sur plénière, l'université. c'est une plénière. Dans la Entre- plénière, c'est la le gros vote était déjà passé, et sans la peine d'électricité. Il y avait un vote sur une motion, bon, sur un mot, enfin un problème de sémantique. Il a fallu recommencer, mais comme c'était dans le noir, bon, ça qui fait que sur le plan administratif, il fallait le faire. Bref, pour revenir à EDF, on oublie qu'on est une île. Parce qu'un Jean Le Pen arrive dans un département en métropole, il y a toujours une possibilité de renvoyer l'électricité autrement. Là, la Guadeloupe, c'est loin. Dominique Pani. Ouais. Pas un balai, passer en bas de l'eau sans le bail. Ouais. Non, le problème aussi qu'il faut voir, c'est la fragilité des choses. C'est sûr. Le jour même
où on met en service une super centrale, comme tu dis, avec 12 beaux moteurs. Pour plus de etc. précision, 2 jours après. Oui, non, mais d'accord, tu as raison, 2 jours après. Mais en fait, dans la même période, disons, hein, Le même ballon. même ballon, voilà. C'est peut-être ceci, peut-être dû à cela. Je vois les courants là, peut-être que du coup, l'autre là, plutôt. C'est l'adage biblique, on ne met pas du vieux, du 29 dans Dans des vieilles des outres. Non, mais bon, moi quand j'ai subi, comme nous tous, ce délestage prolongé, je me suis dit, il y a vraiment un gros problème à Bellefontaine, avant de savoir que ce n'était pas du tout Bellefontaine. Moi aussi, je pensais que c'était ça. D'accord? Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est, je reviens sur le mot, la fragilité par rapport à tous les investissements, tous les trucs qui ont été faits, etc. J'allais dire, un simple désagrément de surtension, comment il peut plonger tout un pays dans le noir. C'est ça mon problème. Voilà. Comme dit l'autre, comment en plus on est déjà dans le noir? Et puis comme nous, Janouais. Pas de racisme. Non, arrête, on va dire des Non, c'est pas ce que j'ai dit. On est déjà dans le noir, c'est-à-dire qu'on est déjà en difficulté. Il y a une donc, chose qui m'interpelle. On va en dire 2 petits mots. Je trouve que sans que ça soit des quantités colossales, 150 kilos, ce qui n'est déjà pas négligeable, si on prend le prix de la douane, 100 kilos, 80 kilos, 200 kilos, ça fait beaucoup de drogue que l'on capte. Donc combien il y en a que l'on ne capte pas? Est-ce que la Martinique, est-ce que vous sentez la Martinique comme étant réellement une plaque tournante? Et pourquoi? Info, aujourd'hui, il y a une valise de 15 kilos qui a été trouvée sur un tapis roulant À l'aéroport. à l'aéroport d'Orly-Paris. C'est triste, très malheureux. Le propriétaire ou le destinataire de la valise, Il a des membres avantages. 15 kilos de drogue sur un vol en provenance de Fort-de-France. Et tu dis, est-ce que ça semble? Non, je crois qu'il n'y a même plus à se poser. Est-ce que ça semble? On est devenu une plaque tournante. Ah ouais, Au-delà de l'idée de plaque tournante, je pense qu'il faut poser la problématique sur deux composantes. Plaque tournante, c'est clair, majoritaire, et lieu de consommation important. du coup, Ah non, pas du coup, parce qu'il y a des plaques tournantes où il n'y a personne, donc tu ne consommes pas. Il y a de petites îles dans la Caraïbe où il n'y a pas de consommateurs. Par exemple, Anguilla. Anguilla est une plaque tournante majeure vers les États-Unis, mais comme il y a 8000 personnes, c'est pas... Bon. Là, il y a 400 000. Il n'y a pas de pouvoir d'achat réel. Voilà, ça. Là, il y a 400 000 personnes. Donc, il y a un double marché. Il y a le marché de la consommation locale et le marché de la réexportation. Alors, nous, on a pris les chiffres de saisie, puisqu'on nous avait posé la question. Un de nos clients nous a posé la question. Nous, on a évalué ça à 150 millions d'euros par an. Ce qui est, pour le marché martiniquais, donc on fait des comparatifs, considérable. C'est un impact économique considérable. Et c'est l'un des éléments. La dernière blague, c'est de savoir si maintenant, dans le PIB des pays, vous avez suivi ça, on met la prostitution, la drogue et tout ce qui est underground, tout ce qui est illégal. Tout ce qui est illégal dans le PIB. Nous, on pense que cette nouvelle économie vient renforcer le poids global de l'économie souterraine en Martinique. L'économie souterraine, on estime à 25% du PIB en Martinique. En Italie, c'est 30%. Hein. Bon, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les... on a des progrès à faire. Ou les pires. Ou les pires, non mais positivons. Parce que ça permet De notamment vivre, de manger, des enfants d'aller à l'école. Ouais. préserver le climat social. Oui, la paix sociale. Ah, ben, oui, c'est clair. Donc, aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? À Sainte-Lucie, c'est trop tard. À Barbade, c'est trop tard. À Grenade, à Saint-Vincent, c'est trop tard. À Trinidad, c'est trop tard. Et tu penses que le système, l'installation de repérage de radar que Valls avait annoncé quand il était venu ici, ça ne servira à rien? Mais non, mais j'interrogeais un de mes amis. Ça ne sert à rien, parce que les types, ils changent tout le temps. J'interrogeais un ami pêcheur qui me disait, ils reviennent de pêche, donc des professionnels, ils reviennent de pêche de Sainte-Lucie. Donc ils montent, ils font Sainte-Lucie-Martinique. Ils sont à 5 nœuds, ils vont pas très vite parce que bon, ils ont une cargaison de poissons, ils vont pas presser. Et ils voient 3 scooters de mer qui viennent de Martinique vers Sainte-Lucie. Les mecs passent, donc eux ils sont à 25-30 nœuds, et ils ne sont pas encore arrivés à Fort-de-France, les 3 mêmes scooters reviennent de Sainte-Lucie. Donc, si aujourd'hui les mecs sont scooters de mer pour transporter de la drogue, c'est pas Pièce Radar qui a géré ces messieurs. Les types, ils ont multiplié les formules de transport
Mais la formule la plus classique, et on le sait, et celle que là les douaniers sont incapables de tracer, c'est la division en de multiples mules porteurs. Je rappelle qu'il y a plus de 1 million de voyageurs. Tu peux pas, c'est fini. Très bien. Généralement, d'ailleurs, les contrôles, si l'on peut dire, se font de façon aléatoire. Et puis surtout sur délation. Sur délation aussi. Oui, peut-être qu'on en fait coincer un pendant que 10 autres sont en train de passer. Donc, On peut tout imaginer, on peut délirer aussi, on peut délirer. Non, ce qu'il y a effectivement, c'est que ceux qui pensaient que la Martinique n'était qu'un lieu de transit, de réexportation, pour parler économie, se sont trompés. C'est aussi un lieu de consommation. Je voudrais vous signaler que le Fort Saint-Louis ouvre ses portes demain. Oui. 13 ans après les attentats du 11 septembre, que les tarifs sont de 6,50 € par 6,50 € par adulte et 3 € par enfant du mardi au samedi. Moi, j'ai dit ça parce que j'ai des souvenirs tellement intenses du Fort Saint-Louis, nous tous. Oui. Le Fort Saint-Louis, l'intérieur, les douves, le passage, le mystère de ce fort, que dès qu'en parler, ça me ferait du bien. Moi, c'est fait. Je me suis fait plaisir. Ouais. Il était temps que la marine comprenne, je fais exprès de les accuser, que la marine comprenne que c'est un bien patrimonial, qu'il faut l'ouvrir au public, sans mettre en danger les secrets de la marine, n'est-ce pas? Qu'il faut le mettre à disposition du public, comme il l'a été pendant de longues années, il y a bien longtemps. Pour jouer mon jeu là, s'il y avait des secrets, ça se saurait. Absolument. Alors, moi, une question, parce que cet argent, il servira à qui? À la marine ou à l'office du tourisme? C'est une bonne question. Alors, il faudra dire au jeune stagiaire qui a fait l'article, un jeune charpentier Titi, jeune homme, il manque ça dans votre article, Ouais. Il faudra le corriger. Attends, Gérard, merci, ça va. T'as même coupé un cheveu dans le sens de... Je crois que tu avais parlé du zoo qu'il y avait au Fort Saint-Louis à l'époque. Quel plaisir, oxygéné, sans climatisation, un truc extraordinaire. Même pas les dissage. Je me rappelle avoir vu là La fièvre frise sera bon, ouais. un veau à 2 têtes, je me le rappelle très bien. Ah oui, absolument. Dans ce zoo. C'était magnifique pour nous. J'ai pas connu le veau à 2 têtes. J'ai vu un serpent avaler gentiment sa petite poire. Mais pour nous, c'était le premier zoo qu'on a connu. Il y en avait d'autres? C'était le seul. Oui, c'est le seul. C'est du Carbet qu'on a dû faire. Après. Ah oui, mais le Carbet est venu plus tard. Bon, messieurs, j'ai quelques citations comme ça qui vont peut-être faire mal à certains. Un désastre qui ne manquera pas de plonger le pays du football dans le désarroi, à l'image des pleurs des spectateurs dans le stade. Une équipe de minimes face à la Mannschaft. L'Allemagne a semblé être à l'entraînement face à des Brésiliens qui ont donné le match à des adversaires avec un festival d'erreurs individuelles et collectives encaissant 4 buts en 6 minutes entre la 23e et la 29e minute après l'ouverture du score allemand par Müller à la 11e. Et ça continue comme ça. Un massacre dans la presse. Aucune pitié pour nous, parce que nous sommes brésiliens. Nous sommes tous brésiliens, n'est-ce pas? Non, mais nous sommes tous orphelins. Le Brésil a perdu, la France a perdu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Laissez-moi vous raconter mon match. Premier but, je rigole. Deuxième but, le troisième but, j'appelle Gabriel Gagnon. Qui se garde bien de répondre. Et je suis là, et je suis là, puisque tout le monde connaît la grande sympathie entre lui et moi, la grande gentillesse, la grande empathie, et je me fous de lui par messagerie. Et lui, il ne répond surtout pas, parce qu'il est c'est-à-dire, lui, il est en pleurs. Mais attendez, et puis moi, je reviens au match, et puis 4e but, 5e but, et je m'enfonce mon bouteille. Au 7e but, je suis en dépression. Et là, tu atteins le fond Oui. que lui avait déjà atteint il a foutu le colossal. Il m'a laissé là, moi, parce que moi, par solidarité et tout, avec mon pays d'adoption. Et lui, il a fui les réalités. Lui, il savait déjà. Voilà, nous avons... Au deuxième but, il savait déjà que c'était. Voilà, madame, nous avons raconté notre match tel que vécu, avec intensité. Il faut quand même rappeler que ce scénario n'est pas inédit. On est remonté, puisque l'Uruguay avait donné 5-0 au Brésil. Ouais. Donc les conditions... Non. Il y a longtemps. Non, attends. Attends, allez-y. Laisse-moi finir ma phrase. Non, c'est pas un scénario. Non, attends, laisse-moi finir ma phrase. Non, attends. 5-0 en quelle année? Non, mais attends, c'est pas la problématique de quelle l'année. année, le Non, 5-0? mais attends, laisse-moi finir. Dans les années 30. Laisse-moi finir. Non, 54. Non, pas 30. Non. Bon, attends, laisse-moi finir.
les conditions du match sont les mêmes. Je voudrais rappeler un deuxième événement concernant le Brésil, mais il n'y a pas que le Brésil. Le match, la finale de 98, c'est exactement le même principe. Les 3-0, c'est exactement le même principe. Et c'est pour ça que Mourinho... Oui, mais les commentateurs te disent qu'il y avait... nous finit depuis un moment, là. Mais je vous ai laissé finir. On n'a rien dit. Non, mais attends, quand tu as parlé tout à l'heure... J'abonde dans ton sens. Non. En te disant une petite virgule. Laisse-moi finir, parce que les gens... Ils ne savent pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les conditions, non pas de jeu, non pas logistiques, mais les conditions psychologiques interviennent ici de manière majeure. Un type comme Mourinho, qui est l'entraîneur de Chelsea, dit « c'est normal, c'est normal. Vous avez un groupe. Un groupe est attaché à un certain nombre de leaders. Vous enlevez les leaders, et là, ils en ont enlevé deux. C'est fini. Oui. Vous pouvez prendre 10-0, ça ne changera rien. Et ce qui est pire, c'est qu'ils le savaient. Ils le savaient. Ils savaient qu'ils allaient prendre la déculottée de leur vie. À ce point, quand même. Ah oui, Scolari l'a dit. Bon, je vais quand même rectifier deux choses. Un, c'est déjà arrivé, non. 5-0 ? En demi-finale, la Coupe du Monde, l'Allemagne avait mis 6-1 à l'Autriche. Ouais. Conditions de match, contexte sportif identique, 6-1, Allemagne-Autriche 54. 4-0 à l'Argentine. 4-0 à l'Argentine avec... Attends, on est sur les écarts. 6-1, le plus gros écart en demi-finale Coupe du Monde, 6-1, Allemagne-Autriche 54. J'ai ça là, c'est vrai. Plus gros score 54. Encaissé par le Brésil. 1920, Uruguay, match amical. La Coupe du Monde n'a pas démarré, il n'y a pas de compétition internationale, sinon qu'à partir de 1930. Mais 5-0. Non, mais c'est match amical. D'accord. C'est pas Coupe du Monde. Ouais. Le score en match, le score que prend l'Argentine a mis 6-1 au Brésil. En 1930, 1930, c'était pas en Coupe du Monde. 1940. D'où la rivalité Brésil-Argentine. C'est sûr. Le Brésil n'a jamais pris plus de 3 buts d'écart en Coupe du Monde. Le Brésil a pris 6-5. Ils ont gagné 6-5. Et oui, il faut retrouver celui-là, parce que nous, on l'a cherché. Ils ont gagné devant la Pologne. La Pologne menait et les Brésiliens ont été menés pendant tout le match. Ils ont fini 6-5. En quelle année? Je peux vous retrouver ça, mais non, mais je vais le retrouver. Sinon. Donc, j'apprends plus. Oui, mais gagné. Eddie, les 6-5 dont tu parles sont des années 30 ou 50. 1958, par exemple, France-Brésil 5-3. Pardon. Finale Brésil-Suède. La Suède mène devant le Brésil. Oui, tout à fait. Et le Brésil gagne 5-2. Donc ces scores de 6-1, 5-2, etc., c'était des scores qui n'étaient pas phénoménaux pour l'époque. Aujourd'hui, ça paraît phénoménal. 7-1, c'est la plus grosse déculottée que le Brésil ait pris de toute son histoire de football. Ouais. Bon. Et c'est le plus gros score, le plus gros écart obtenu en demi-finale Coupe du Monde. Mourinho, tu as des gens qui dit les leaders ne sont pas là, le groupe étant fédéré, étant soudé autour du leader, le leader n'est pas là, ça se disloque. Ça explose. Oui, ça se disloque. Mais à la différence, 98, oui, Ronaldo, et il y a eu un problème de santé juste avant la finale, l'équipe du Brésil est un petit peu fébrile. 3-0. Mais il y avait d'autres leaders sur le terrain. Il y avait un patron sur le terrain. Là, quand on regarde ce qui s'est passé, et je vais, pour vous raconter mon match, moi, après 2 buts, j'ai arrêté de regarder. C'est ce que j'ai dit. J'ai vu par hasard, dans un centre commercial, parce que j'étais parti du début. J'étais dans un centre commercial, j'ai vu le 6e, j'ai arrêté. Ça peut tuer, hein. J'ai arrêté, non, à 2-0, j'ai dit c'est mal, non, 2-0, ils ne vont jamais remonter ça, c'est pas possible. Je ne sens pas une équipe capable de remonter le but. Mais de remonter l'Allemagne. Oui, surtout l'Allemagne. Oui. Mais c'est l'absence d'un patron sur le terrain. Ok, avançons. Oui. L'absence d'un patron. Ok. L'absence d'un patron, et personne ne prend le relais. Deuxième élément, peut-être c'est celui-là qu'il faut regarder depuis le début de la Coupe du Monde. Dans quel état d'esprit jouent les Brésiliens? Ils jouent en tension. Ils sont stressés. Dès le départ. Je vais prendre un seul exemple. Le match précédent, la quart de finale contre la Colombie. Je ne parle pas de la blessure de Neymar, mais avant la blessure de Neymar. Il y a un moment, ils sont en défense, les Colombiens sont en train de développer un jeu, sont en train de les bousculer.
La balle arrive dans les pieds de Marcelo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un grand dégagement de l'autre côté du terrain. Alors qu'il avait tout le temps d'attendre, de contrôler, de faire une passe. C'est un dégagement parfait de la panique. En fait, une panique mentale. Pas une panique parce que panique mentale. Cette équipe, depuis le début de la Coupe du Monde, est en tension et en panique. Et là, ça a craqué. À 1-0, ils ont tous craqué. C'est mieux de perdre 7-1 en demi-finale que de perdre 7-1 en finale. Ouais. Oui. Parce que perdre la finale, c'est mieux qu'il soit évacué en demi-finale. C'est mieux pour tout le monde. Par contre, perdre une deuxième finale à Maracana, là, la maladie qui est une espèce de malédiction. C'est presque le choix entre la peste et le choléra. Hein, non. Bon, monsieur, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai trouvé la date pour toi. Ça s'est passé donc le 5 juin 1938 au stade de la Méno à Strasbourg. Il y avait 13 000 personnes. Les Polonais ont mené jusqu'à 5-4. On était en quart de finale. Voilà. Et le Brésil a finalement gagné 6-5. Et match alors, extraordinaire. En 1938, pour la petite histoire, avant sur 2 secondes, on fait un peu d'histoire. C'est important, c'est tous les 4 ans. Non, il parle de ce match-là, effectivement, c'était 1938, je n'avais pas en tête. Ouais. Bon, en revanche, le Brésil avait gagné, et le Brésil avait gagné tous ses matchs. Sauf qu'en demi-finale, 1938 en France, le Brésil décide de mettre ses 2 vedettes au repos pour jouer la finale. Et il perd en demi-finale, je crois que c'est contre l'Allemagne. Ouais, en demi-finale. Parce que l'Allemagne retrouve l'Italie en finale, et l'Italie bat l'Allemagne en finale. Ouais. Et c'est ce qui a déclenché la guerre. Monsieur, vous êtes vraiment des professionnels. Oui. Non, je veux tout juste dire que, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas fini pour le Brésil. Oui, il y a la petite finale. Il y a la petite finale, ce qu'on appelle la petite finale, samedi. Ouais. Ils ont une chance de se racheter. Non, mais bon, ça, c'est gentil. Bon, même s'ils se rachètent, pour que le summum de la honte pour eux, l'Argentine va jouer la finale au stade Maracana. Mais bien sûr, bien sûr. Ah oui. Le summum de la honte. Et le pompon du pompon de la honte, c'est que la Coupe du Monde sera remise par la présidente de la République brésilienne. Qui en octobre va affronter les législatives, le Parti des travailleurs législatif et la présidentielle. Le titre du plus gros quotidien de Sao Paulo ce matin. Bonne chance. Le cauchemar continue à propos de la qualification du Brésil. Une question à des spécialistes. J'ai lu en quelque part un truc humoristique, enfin, c'est courriels qui circulent, ces mails qui circulent, où on donne la composition des équipes et leur origine. Alors, la France. La sélection française. Patrice Evra, né au Sénégal, parent originaire du Cap-Vert. Mamadou Sakho, parent originaire du Sénégal. Yohan Cabaye, grand-parent originaire du Vietnam. Et ça continue comme ça, je vais vous le dire tous. Cabaye était vietnamien, Mathieu Valbuena, Espagne. Ça continue. Blaise Matuidi, parent originaire d'Angola et de RDC, République démocratique du Congo. On arrive à ça continue. Ouais. Et maintenant l'Algérie. C'est tout ça très subtil, très de l'Algérie. C'est Dixie Mohamed, né en France. Majid Bouguera, né en France. Ouais, Fawzi Goulan, 9 sur 11. 9 sur 11. 9 sur 11. Alors, mais peut-être un peu triché pour l'humour. Toutes nées en France. Boum. C'est formidable. Ça s'appelle la mondialisation. J'ai compris pourquoi ils mettaient ces pratiques comme ça. Bon, je plaisantais. Il n'y a pas les origines des Brésiliens, là parce que... Bon, une autre forme d'épreuve, c'est le bac, quoi. Quand même, le bac, il est là chaque année. Ouais. Alors, ça a mieux marché au bac, vous connaissez les résultats, des résultats en hausse de 5%. Ça peut moins marcher? Mieux marcher. Non, mais est-ce que ça peut moins marcher? Non. Oui, non, la question de savoir si le bac est plus facile ou si les élèves ont progressé. Alors, je donne quelques détails, quand même. D'abord, c'est le premier groupe d'épreuves. Hausse globale de 5% des résultats, 5% de plus. L'Académie de Martinique de 67% en 2013 sont passés à 70% en 2014, presque toutes, quoi. Et ça c'est quand même intéressant, les bacs pro. Voilà. Oui. Ça, c'est intéressant. Bac pro et techno avec un taux de réussite qui est de 69,87% en hausse de 10 points par rapport à la session 2013. Au détriment, si l'on peut dire, du bac général. Du bac général. Alors, à tout seigneur, tout honneur, tu as la parole. Est-ce que le bac est plus facile? Est-ce qu'on a... Non, je ne pense pas que le bac Est-ce qu'on donne le bac? On donne le bac plus facilement maintenant? Est-ce qu'il faut tenir des ratios? Est-ce que c'est un peu de triche là dans votre part? Mais je pense aux gamins, aux jeunes bacheliers qui regardent cette émission. Mais alors, Gérard, tu vas te prendre des tomates. Ces types-là sont désespérés. Il faut qu'ils connaissent la réalité. Non, je ne pense pas. Déjà à notre époque, qu'est-ce qu'ils ne disaient pas, yo bac là? Exactement. Oui. C'est pas une nouveauté. Non, il faut de perpétuer les... Il faut croire que les choses s'améliorent, que les
lycéens s'améliorent. Est-ce qu'ils sont mieux formés quand même, puisque c'est toujours ce qu'on se demande, hein? Est-ce qu'ils ont des enseignants qui les forment mieux? On est tenté de dire oui, sinon d'où viendraient ces résultats? Forcément. Je te sens Non. au bord de l'ironie. Non, pas du tout. Ce que j'allais dire quand même, c'est que, me semble-t-il, mais ça vaut depuis des années, le fait qu'un certain nombre d'épreuves, je ne peux pas dire beaucoup d'épreuves, se passent à l'oral, peut aussi expliquer l'amélioration des résultats. Parce que Ça correspondrait mieux au profil de nos... pas plus les nôtres de que nos ceux têtes de France grainées. ou d'ailleurs, hein. Pas plus les nôtres que ceux de France ou Ah bon, d'ailleurs. ah bon. Non, c'est-à-dire qu'à l'oral, tu as toujours, enfin souvent, la possibilité de te rattraper. Ouais. À l'écrit, non. Non, Tu comprends? tu t'es planté, tu t'es Bon. planté. Je pense à une époque que j'ai vécue où tout le bac, pratiquement sauf les épreuves facultatives, tout le bac était à l'écrit. Pardon, tous les bacs, puisqu'il y avait la première partie et la deuxième, Deuxième partie. étaient uniquement à l'écrit. Hein, là, pas tenu par ses mains. Hein. Alors, je ne veux pas dire non plus, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, que le fait qu'il y ait des épreuves orales, ça facilite les choses. Mais je répète qu'il y a toujours moyen de se rattraper quand même. Moi, je pense que le bac devrait être supprimé. Le bac devrait être supprimé parce que c'est à la fois une épreuve qui est profondément injuste et en plus, c'est une épreuve qui aujourd'hui correspond à un objectif économique. C'est dire, ça fait mieux pour l'économie de l'éducation nationale d'avoir moins de gens qui restent sur les bancs de l'école. Okay? Il faut les évacuer. Par exemple, ce qui atteste ça, c'est la baisse drastique et la quasi-inexistence des redoublements. Tandis qu'à l'époque, je remonte aux années 80, il y avait une bonne partie de redoublants en terminale. Quand on arrivait en terminale, on trouvait des redoublants. Aujourd'hui, vous arrivez en terminale, il n'y a pas de redoublants. C'est, allez, on évacue. Il n'y en a pas beaucoup, on évacue. Mais ce n'est pas ces éléments-là qui attestent du fait qu'on a volontairement baissé le niveau. C'est comment on fait pour vérifier qu'on a baissé le niveau? C'est après. C'est là qu'on voit qu'on a baissé le niveau. L'une des volontés, c'est d'augmenter le nombre de candidats des bacs professionnels. Oui. Et ensuite, les gens du bac professionnel et les parents, de manière très légitime, disent, bon, mon gosse, il a un bac, donc il est parfaitement légitime qu'il aille à la fac. Et regardez les résultats à la fac. Les résultats, le désastre touche essentiellement les bacs professionnels qui viennent s'inscrire à la fac. Ils sont massacrés. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système d'éducation français, puisqu'on n'a pas de système spécifique ici, est à... Qui sait? Comment? Non. Oui. Pardon. Il n'est pas mauvais. Non, mais officiellement. Oui, officiellement, il n'y a pas de système local. Est à revoir de manière profonde, parce qu'en réalité, on parlait des joueurs de foot tout à l'heure, la mondialisation s'inscrit aussi dans l'éducation. Aujourd'hui, jusqu'à la fin des années 2009, nous avions une majorité de bacheliers qui choisissaient de rester en Martinique. À partir de 2009, à l'époque c'était le cas, la très grande majorité des gosses partaient et ne restaient pas ici. On a eu cette espèce de renversement de situation, fin des années 80 jusqu'au fin des années 2000, une majorité des bacheliers passaient par la fac, faisaient des BTS, restaient en Martinique. Eh bien, à partir de 2010, boum. 3 sur 400. Voilà. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce qu'au bout du compte, 75% de ces 3 sur 4 ne reviennent pas. Ne vont pas revenir. Voilà. Mais est-ce qu'on a eu de la place pour eux? Non, c'est pas ça le problème. C'est pas le problème de la place. C'est qu'est-ce qu'on met à leur place. Qui mettons à leur place? Oui. En l'état, Ouais, dans de les toute années qui façon, viennent... Je ne suis pas d'accord avec Eddie sur le fait qu'il faille supprimer le bac. On a déjà supprimé l'examen d'entrée en 6e. Je fais exprès. On est presque en train de supprimer BEPC. le brevet des collèges. Oui, les collèges. Hein, tu restes au BEPC, tu vois, au tu es BEPC. ancien. Et bon, il va bien falloir... Le BE a été supprimé. Le BE est supprimé. Il va bien falloir, à un moment ou à un autre, un examen, un palier, appelons-le comme on veut, qui permette d'évaluer les connaissances
Mais ils sont jeune. Un jeune est évalué. Si Alors, tu un jeune attends. est évalué toute l'année. Il Non, est évalué toute oui, l'année. Nous sommes d'accord, attends. Alors, comment tu expliques que un gosse qui a une moyenne, Oui. c'est ça, Oui. 50% des gosses ont moins de 10. On est d'accord? Oui. Pour avoir le bac, il vaut mieux avoir 10, non? Oui. A priori. Oui. Et on se retrouve avec 70% des gosses qui ont plus de 10 au moment du bac. Oui. Toute Et alors l'année, ils ont moins de 10. Oui, et alors? Qu'est-ce que tu en conclus? Non, mais qui ça qui fait? Joue bac là, ils ont venu fort? Non, le travail pour passer bac. Ah bon? Ah bon, pendant toute l'année, il Non, va question. pas foutre rien pendant toute l'année, puis pour bac là, il va faire ça. Ce que dit interpelle. Mais une chose que je voulais vous dire, Galion, on ne mange pas de bonbons pour nous. Je sais pas, ça parle de bac, j'ai une envie de... Comme il ne sait pas de quoi on Non, parle. mais la caméra Je monte sais Galion, pas de quoi sont vous parlez. en pleine. Bon, en revenant, je suis sérieux. Encore que les montres, ça soit très sérieux. Merci. Oui, la question que je voulais poser était la suivante. En fait, il faudra bien commencer à passer un examen. Mais oui. Alors, mais ça c'est français. On peut passer Non, mais c'est l'examen français. Non, mais attends, non, mais oublie ça, mais réponds-moi non, précisément. je à réponds, ça. c'est français. Cette optique-là est française. La plupart des pays européens n'ont pas d'équivalent du bac. Ils ont l'équivalent, comme ça se passe aux États-Unis, Contrôle de continu. contrôle continu. Tu travailles bien toute l'année. À la fin de l'année, on te Est-ce dit, bon, boum. non, mais est-ce qu'après ta carrière n'est pas jonchée de... Pourquoi? D'examens, de concours, d'épreuves comme ça? Non, je Non, pose des questions. Je ne vais pas dire d'avis. Je te réponds. Ils reviennent, et là, les systèmes universitaires sont tous à peu près les mêmes. Ils reviennent à un système donc, de validation à travers des examens, effectivement, ou des concours, puisque sur les écoles privées. Mais ce qui change, en fait, ce qui différencie la France de l'ensemble de ses concurrents, de ses compétiteurs. Disons les pays de l'OCDE. Oui, non, mais ce sont des compétiteurs, Oui, parce que oui. ces gens-là, bon, D'accord. on va au combat. Alors, qu'est-ce C'est qu'ils ça, c'est ce système-là. C'est-à-dire que pour rester dans la moyenne, pour dire on est fort, eh ben, on baisse. Parce que les autres, comme ils sont obligés de travailler toute l'année, ils sont vraiment forts. Tandis que là, on envoie sur le même marché des gens qui sont moins forts. Ok? C'est pas très compliqué. Regarde la liste des prix Nobel. Tu mets tous les pays de l'OCDE et puis tu regardes la France, les États-Unis, la Suède. Je vais poser une question. Ben voilà. Gabriel, Ben, la catastrophique. Gabriel, quand Il y tu... avait notre Attends, non, mais je éminent voulais poser une confrère question, qui, mais non. lui, connaît la matière. Non, mais je peux te poser une question. Quand tu t'occupes des stagiaires qui viennent au journal, tu as vu au fil du temps leur niveau, leur capacité de synthèse. Tu as vraiment envie de me demander de sortir mon joker. Appelle un Non, ami. ça c'est pour le joke. Suppression du bac, non. Parce que je crois qu'à un moment dans la vie, il y a des paliers à passer. Le bac est un passage, non pas scolaire seulement, mais aussi un passage dans la vie d'homme. Bon. Un passage initiatique. Ce passage initiatique. Ok, pourquoi pas. Quelque part. Deuxième chose, bon, c'est une sanction. Le niveau. En fait, la problématique, c'est pas le bac, c'est le niveau général des bacheliers ou post-bacheliers et universitaires. Moi, j'ai toujours tendance à mettre ça sur un plan relativité. Quand nous étions à la fac, ceux qui étaient la génération précédente, certainement avaient un jugement sur nous en disant il n'y a pas dire fort. Pas bon. Donc on a toujours tendance à dire ceux-là ne sont pas très forts. Moi je dis que il y a aussi l'enseignement, le niveau d'enseignement, la qualité de l'enseignement. Il n'y a pas que les étudiants. Je ne vais pas faire d'allusion à une actualité quelconque. Mais quand on regarde d'une manière globale, le décalage qu'il peut y avoir entre le nombre de doctorants ou le nombre d'agrégés qu'il y avait à une certaine époque par rapport à aujourd'hui, on n'est pas en récession, on est en augmentation. Quand on regarde les recherches, il parlait de prix Nobel, la quantité de prix Nobel, il parlait sur la quantité de prix Nobel dans des matières notamment scientifiques, c'est là que c'est plus visible. Mais il n'y a pas que ça. Ceci étant, quand on regarde au niveau il y a un prix Nobel, il y a un concours, il y a un prix sur les mathématiques. Depuis 25 ans, c'est les Français qui raflent systématiquement. Donc, quelque part, il y a un système qui n'est pas si mauvais que ça. Quand on regarde la médecine, les principaux résultats recherche majeurs des dernières années, notamment sur le sida, c'est en France. Même si après Bon. il parle. Même si après il parle. Là, tu exagères. Non, je n'exagère pas. Je parle à partir Il y du a fait. des résultats, pas Bon, il y a des résultats. En plus, Bon. ils ont eu des résultats simultanément Bon, à quelques mois d'intervalle. L'Américain, en fait, ils ont trouvé, ceci étant, celui qui a peut-être le plus donné l'explication. Mais on n'est pas. Donc, j'estime que le système n'est pas si mauvais que ça. Ceci étant,
le nœud gordien de tout ça, c'est la qualité d'enseignement par rapport à la quantité de ceux qui sont censés le recevoir. Combien vont sortir de la NAS? Combien sortent de la NAS? L'assiette, il y en a qui me parlent des fiscaux, l'assiette est très large, mais ce qui va émerger, ça sera très peu par rapport à la base. Oui, on peut parler peut-être de déchets. Mais ceci étant, je crois que le niveau de culture générale, qui était plus pointu avec un petit nombre, est plus étendu et plus dispensé. La moyenne des connaissances. Voilà, plus diffus. Et le problème, c'est qu'il y avait une connaissance générale qui était très large et très, très aiguë. Quand on écoute des gens parler, il y a un niveau de culture qui est assez important, qui est très littéraire, au-delà du scientifique. Aujourd'hui, tout est compartimenté. Ceci étant, ce n'est pas parce que c'est compartimenté, donc il peut y avoir des lacunes sur un certain nombre de domaines, que forcément les gens sont moins incultes ou sont moins intelligents. Parce que l'essentiel du bac et la philosophie des études, c'est quoi? C'est éveiller l'intelligence et éveiller la conscience. Je crois que là-dessus, il n'y a pas à rougir. Et quel que soit le système éducatif, quelles que soient les sanctions diplôme, pas diplôme, tous les pays ont cet objectif, éveiller les consciences, à leur manière ou pas, mais c'est ça l'intelligence humaine, jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression qu'elle régresse. Il y a des domaines où ça régresse terriblement, mais c'est le moment entamé. Bon. Non, tu as dit... Je n'ai rien dit. Est-ce que vous l'entendez? Donc je croyais que tu allais enfin nous le dire. Oui, alors est-ce qu'il y a une relation entre ces lacunes, insuffisances, manque? Moi, je ne vais pas me mouiller dans ça parce que je ne suis pas spécialiste de l'éducation, de la connaissance, avec le manque d'innovation dans l'industrie, dans la recherche, dans le développement économique du pays. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, c'est évident qu'il y a un lien. Mais quand même, revenons à notre pays. Revenons à la Martinique. La Martinique subit, je le répète et j'insiste là-dessus, une fuite des cerveaux qui est instrumentalisée, ok, qui avait disparu pendant 20 ans, enfin qui avait disparu, qui s'était atténué début des années 90, fin des années 2000, pendant 20 ans, ok, et ça, c'est une catastrophe économique. C'est le lien que tu veux. C'est une catastrophe économique. On le dit tout le temps ici. Non, mais comme on parle du bac, allons le répéter. Aujourd'hui, et tous les ennuis qu'on a relatés qui concernent notre université ne font qu'aggraver cette problématique-là. Et ceux qui sont persuadés que le niveau de formation en dehors de la Martinique est meilleur qu'en Martinique devraient se poser la question de savoir s'ils veulent vivre dans un pays qui est moins bien doté de gens intelligents ou mieux doté. C'est ça le véritable enjeu. L'enjeu, c'est ça. Après, il ne faut pas qu'ils se plaignent, c'est-à-dire, par exemple, des parents qui disent aux enfants, de toute façon, des gosses, c'est normal. Un gosse qui dit à ses parents, bon, tu sais, je m'ennuie, je vais faire autre chose, à la limite, il a le droit de dire ça. Ok, très bien. Mais des parents qui, à tous les stades des choix, poussent les enfants à partir, ça c'est une erreur gravissime parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent se plaindre après en disant oui, le niveau intellectuel en Martinique n'est pas bon, le niveau de la qualité des services n'est pas bon, le niveau de la réflexion n'est pas bon. Mais c'est normal, zot kafouté, l'autre boa. Nous, on a calculé combien ça coûte chaque année, combien les Martiniquais mettent de leur poche, on en a déjà parlé. Tous les 5 ans, les Martiniquais mettent dans leur poche, dans le financement des études de leurs enfants, 600 millions d'euros. Ok ? C'est ça, tous les 5 ans. Le coût de l'économie. Le coût économique, le loyer, etc. C'est pour ça qu'il faut, comme tu le disais si bien, que la paix revienne à l'université, qu'elle se renforce et qu'elle retrouve sa... Or, avec les remous que connaît actuellement l'université des Antilles et de la Guyane, je pense au contraire que ça va inciter davantage de jeunes à partir. Ça va. Mais j'ai bon espoir que cette prise de conscience qui existe en Guadeloupe de la liaison entre développement économique, développement identitaire, développement du pays, comme le dit Eddy, que ça arrive finalement ici et qu'il y ait le lien entre le politique, le social, l'économique et puis la formation, l'enseignement et la recherche. J'ai espoir que ça viendra. Peut-être faudrait-il aussi. Ça devra venir. Il faut que ça vienne. Faudrait-il aussi, tant en Guadeloupe qu'en Martinique, et bien sûr en Guyane, dans les 3 pôles, enfin 2 pôles plus une université de plein exercice, peut-être faudrait-il aussi qu'on fasse davantage connaître les travaux de recherche qui y sont menés. Parce qu'il y a des perles
Que ce soit sur le plan scientifique, le plan littéraire, le plan historique. Oui, mais là, je n'ai pas le droit de parler. J'ai pas le droit de parler de ça. Ah bon. Je suis interdit de parler de ça puisque Il ne peut pas. Gagnon va me dire que ce Oui, qu'il fait ah oui, là, ça, je vais te dire, oui. il est interdit parce qu'il y a des censeurs dans ce pays-là où, Oui, heureusement qu'il y a des censeurs. qui te frappent d'inéligibilité, de capitis diminutio. Vous me voyez là, donc D'inéligibilité incapable à de vie. parler de l'université. À vie, parce que j'aurais été... voilà. Gérard, on ne cherche pas la sanction. Donc je ne peux rien dire, mais je ne cherche veux pas la sanction. Mais bon, trop fort. Gérard, tu fais ce que tu veux. M'en trop fort, t'as Tu fait fais ce que tu sanction veux. anti-bolon. Fais ça, Mais fais c'est ça. vraiment parce que j'en ai assez des petits coquins, des petites histoires. Finance de l'UMP, ça ne gênera personne. voilà, Tout le monde tape sur l'UMP, on roule Là, on peut bien. taper dessus. On peut taper sur l'UMP. Alors, et puis, là, on ne dérange personne, personne ne Il se n'y a pas plaint. une problématique de... Non? De quoi? Non, mais je dis rien. Non, Comment vous voyez aucune problématique. Ma question est la suivante. Comment vous sentez tous ces désordres financiers, 3 millions de prêts au parti par le groupe, le fameux groupe, le groupe qui, paraît-il, avec une pratique, c'est que chaque président qui se succédait passait à la broyeuse, à la déchiqueteuse, à sa comptabilité, les sommes qui varient, 10,6 millions d'euros dans la cagnotte après la présidence d'Accoyer, 6 millions au départ de Jean-François Copé, une perte de 4 millions. Comment vous voyez, ça va nous mener où pour ce parti politique, ce désordre financier? Gagnon. Il y a tendance, le problème, c'est que le moral et le politique se mélangent dans l'histoire. Oui. Un parti politique, dès lors qu'il y a eu la loi de financement de la vie politique des partis qui a été votée suite aux différents scandales, comme nous avons connu dans les années 80, de financement occulte. Il y a eu les affaires Urbain et machin, il y a eu X personnes mises en examen, etc. On a mis une loi pour pouvoir mettre le financement de la vie politique et des partis de manière transparente. Et public. Et public surtout. On s'aperçoit, au vu du dossier de l'UMP, qu'il n'y a pas de transparence que ça. Sinon, la seule chose qui est connue, c'est la dotation annuelle aux partis politiques, ce qui se calcule sur les résultats de nos élections en termes de voix nombre d'élus. et le nombre d'élus. D'élus. Alors, il y a une dotation par cette première base, et puis la dotation que donnent les parlementaires inscrits dans ce parti qui suscite un don de 44 000 euros l'unité, enfin par élu parlementaire au parti. Donc, plus vous avez d'élus, plus vous avez de voix, et plus vous avez de l'argent. Bon. Une campagne, ça sert à financer la vie du parti, ça sert aussi à financer les campagnes électorales. Bon. Il y en a qui vont crier au scandale parce que les partis qui n'ont pas de représentativité parmi les élus ou au Parlement a beaucoup moins, donc peut moins participer en termes de moyens financiers donne campagne électorale. On donne Bon. qu'aux riches, ouais. Pour revenir à l'UMP, cela veut dire que l'UMP est un parti, il y a une représentation pérenne au Parlement, à une cagnotte qui s'accumule d'année en année, et ça fonctionne. Il se trouve qu'il y a une campagne électorale, une campagne présidentielle qui est passée dessus, et qui a coûté très cher. Elle a coûté très cher au point que la commission de contrôle des élections présidentielles et le comité de campagne a fixé un plafond et a constaté qu'il y avait un dépassement, qu'il y avait une amende à payer. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements. Voilà. Il y avait une amende à La- payer. La CNCCFP. Voilà. Et cette amende était conséquente au point que l'UMP a décidé de faire un sous-sous pour pouvoir payer. Un sarcoton. Sans coton, parce qu'il fallait que l'UMP, étant le parti qui soutenait Nicolas Sarkozy, président de la République sortant, mais candidat préalablement élu de l'UMP, l'a aidé. Il fallait faire un sous-sous pour enfouir les caisses. Et ce sous-sous étant. Les banques, c'est pas parce qu'on appelle l'UMP que les banques ouvrent les vannes. Donc il y a des garanties. Que fait? Il y a un groupe UMP à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce groupe a un financement qui est calculé sur l'enveloppe globale de l'Assemblée nationale, qui est proportionnel à son poids politique et représentatif au sein de l'Assemblée. L'UMP a besoin de gens. Et c'est beaucoup d'argent. Hein. 10 millions, Voilà. 6 millions, ça va. On prête, on donne, on prête. Mais dans la plus grande opacité aussi. Hein. Là, et c'est ça le problème. Le problème, c'est pas qui est, c'est que dans l'opacité, c'est-à-dire que deux hommes décident de se passer de l'argent pour pouvoir remplir des trous dans les caisses de façon à ce que le train de vie, la visibilité du train de vie du parti soit toujours la même. Parce que si l'UMP, brusquement, du jour au lendemain, sous président a fait un meeting, non pas avec de grands spots, avec un plateau conséquent, mais surtout dans un petit trou, parce qu'il n'y a pas de sous pour payer, dites-vous, ça va interpeller tous les élus UMP.
Donc on continue le train de vie. UNISA pour maintenir un train de vie, une vitrine, visibilité médiatique. Conséquence, l'opacité elle est là. Alors ça veut dire qu'il y a eu un fonctionnement qui n'est pas dû à peut-être 2 précédents présidents. C'est un fonctionnement qui a toujours existé de tout temps dans ce parti. Et qui existe et qui n'est peut-être pas le seul à ce parti. Très certainement. Très certainement. Il y a une chose maintenant. Donc c'est la question politique qui est derrière. Oui, oui. Loi sur la transparence et sur le financement des partis politiques. À quoi elle a servi, quoi? Est-elle suffisante? Est-elle suffisante? Alors, plus précisément, on va rentrer maintenant dans le détail. Eddy, l'avance forfaitaire de 153 000 euros dont avait bénéficié Sarkozy en tant que candidat, et puis l'amende, la pénalité de 363 000 135 euros, voilà, 615 euros, voilà. 615. Soit le montant du dépassement du plafond des dépenses, qui est fixé à 25 millions. 22 millions. 609 000 euros. 22 millions 609 000 euros. C'était déjà conséquent. Et on a disons 23 millions. On va dire avec 23 millions. Mais c'est bien de retenir les chiffres. Avec Big Malion, le système, on a vu qu'ils ont doublé. Mais laissons ça de côté. Là maintenant, ces sommes ont été confirmées par le Conseil constitutionnel. Et puis on apprend que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur le fondement de l'abus de confiance. Voilà. Parce que l'UMP ne devait pas payer ça. C'est le candidat qui doit payer. C'est le candidat parce que c'est une dépense qui lui est personnelle. Ouais. Ton avis, ton analyse, ton jugement, et répète la problématique s'il le faut, si je n'ai pas été clair. Non, au-delà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Moi, j'ai l'intime conviction que tout ça n'aurait pas éclaté si Nicolas Sarkozy n'avait pas eu, dès le départ, l'intention de revenir. Je pense très sincèrement que si Nicolas Sarkozy avait dit bon, je me tiens à ce que j'ai déclaré, je vous laisse, j'ai fait mon job, je me retire de la vie politique. Ok, il l'a dit. C'est quand à 100 000 euros pour une conférence qu'il fait. Il pourrait se non, mais ça c'est pas de la politique. Il pourrait se retirer, il pourrait se contenter de ça. La belle, pas beaucoup qui bien ménage. À partir de là, il y a eu la volonté d'un certain nombre de leaders, le calife étant parti, de prendre la place du calife. Or, le calife revient. Et là, les leaders disent, bon, quitte à exploser, explosons tous en vol. Et les fuites qui ont été organisées au cours de la dernière semaine, sur tout ça. Mais c'est colossal, c'est énorme. Les 10 000 euros de portable de Rachida Dati. Rachida Dati fait un tweet qui est fabuleux. Elle dit la chose suivante: ce n'est quand même pas de ma faute si... je ne suis pas responsable du système qui a fait que Nicolas Sarkozy a humilié Fillon pendant 5 ans. Vous vous rendez compte de ça? Voilà. Donc en fait... Ce qui n'est pas faux. On a une explosion de révélations qui est le syndrome Al-Qaïda. On saute tous ensemble, histoire que Nicolas Sarkozy ne puisse pas revenir. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est il ne faut pas que ce type revienne. J'ai compris. Mais ça va aller jusqu'où? C'est pas l'objectif. Que ce soit clair, hein, c'est pas l'objectif de François Hollande ni de Marine Le Pen. Ils sont en train de se manger. Eux-mêmes. Il faut vider. Ils implosent. Voilà, il faut vider j'allais dire la plaie. Mais la question est la suivante, et pour nous c'est très important, est-ce que l'un des piliers majeurs de la démocratie ou de l'offre démocratique en politique va disparaître au point que ne se retrouvent en face que les socialistes et les Le Penistes, le Front National? C'est la vraie question. Gabriel disait quelque chose tout à l'heure sur la nécessité de frimer, enfin, quelque part. C'est ça. Il faut que les meetings soient splendides. Je vous donne un exemple de comportement des lieux assez étranges pour alimenter un petit peu, donner à manger à notre émission, quoi. 20 000 euros d'aller-retour pour Fillon, puisque c'est lui qui... C'est lui qui va prendre maintenant le relais. C'est son tour. C'est son tour. Dont l'un à 14 000 euros et 3 autres pour près de 6 500 euros. Il est sénateur, conseiller politique. Donne quand même, parce que tout le monde n'a pas suivi. C'est des allers-retours en hélicoptère. Je vais donner. Il est chargé du programme présidentiel de Sarkozy. Il n'est pas encore ministre. Hein. Entre le 6 et le 7 octobre, il fait un voyage Biarritz, Madrid, Paris en Falcon 10 pour 14 200 euros.
Rappelle les dates quand même. Entre le 6 et le 7 octobre 2006, il n'est pas encore. Il est simplement. C'est pour prouver aux gens que les types, ils ont été chercher des trucs qui remontent, quoi. C'est fouille. Bon, ensuite, il va représenter Nicolas Sarkozy, invité par celui qui sera Premier ministre, c'est Mariano Rajoy. Rajoy, oui, en Espagne. Parti populaire. Et on dit qu'il n'a pas eu d'autre choix pour se déplacer. Il a fallu qu'il prenne un avion pareil à 4 000, 5 000, 7 000 euros. Fin novembre de la même année, il fait Paris-Grenoble-Mans-Paris en Beechcraft 200 pour 6 435 euros. En Europe même, hein, ça ne suis pas qu'à l'autre bout du monde. Alors, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que chaque fois qu'on envoie la facture, c'est l'UMP qui paye. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais 6 mois plus tard, alors qu'il est ministre, l'habitude est tellement prise. Il est 6 mois plus tard, il est Premier ministre. L'UMP paie 6 593 euros d'hélico entre ici les Moulineaux et Le Mans. Pourquoi? C'est pas très loin, hein, en fait. Non. Mais ça fait quand même 6 000. Ouais, ça fait quand même 6 000. Pourquoi c'est l'UMP? En bagnole, ici les Moulineaux Le Mans, en bagnole, ça fait 2 heures maximum. Ouais, et puis avec les gyrophares, tu es là en 1 heure. Mais non, c'est pas possible, puisqu'il doit être exemplaire en voiture. Exemplaire en voiture. Et pourquoi, messieurs, un acte très important pour clôturer l'Assemblée générale des fermiers de Loué? C'est les poulets, vous savez, les bons poulets. Et on sait ce que ça a donné, les fermiers de Loué. 6 jours plus tard, pour se rendre dans la Sarthe, toujours payé par l'UMP, mais c'est normal, c'est une campagne législative, ça coûte 6 541 euros. Non, il est quand même triste que ceci soit mis dans un panier de crabes. Dans un panier où tous les crabes vont se manger dans l'histoire. Il est évident que la vie politique, ça coûte cher. Mais comme ça coûte cher. Comme ça coûte plus cher. Non, mais ça coûte cher, ça coûte très cher parce qu'il y a ces déplacements. Or, un homme politique aujourd'hui, il doit être aujourd'hui là, tout à l'heure ici, dans un moment après par là et quelques jours plus tard par là. Ça coûte cher tous ces déplacements. Mais tu demandes, tu te fais l'homme araignée. Non mais ça ramène à la question aujourd'hui, est-ce qu'un homme politique peut vivre de ce métier compte tenu des mandats qu'il a? Est-ce qu'il peut exercer toutes les responsabilités, répondre aux rendez-vous, aux obligations sans moyens financiers? Posons la question réellement, est-ce que la vie politique dans ce pays peut être financé logiquement sans avoir d'inconvénients sur les problématiques de faux financement, ou est-ce qu'on peut faire la politique? Eh bien, il ne faut pas d'argent. Eh bien, monsieur, madame, mademoiselle, nous allons répondre à cette question à la rentrée scolaire, parce que c'est la dernière émission que nous faisons avant cette trêve du mois de juillet-août. Je n'ai pas dit l'été, hein, vous avez remarqué. J'ai failli dire la trêve estivale. Mais là, bonsoir, madame, bonsoir, bonnes vacances.